Donc on va aborder la problématique du mobile learning dans cet atelier, cette table ronde. Avec nous, on a Sylvain Vacarès, qui est maître de conférence associé à l'Université de Rennes sur un master en ingénierie de formation à distance, également directeur de Learning Salad, qui vous en dira un peu plus tout à l'heure. On va voir avec nous également donc, Guillaume Olivieri, qui est à distance en duplex de Paris, qui est responsable commercial chez Genius Interactive. Georges Préjean, qui est avec nous à la table, qui est ingénieur en formation à distance de la société Lug Learning. Et David Robitaille, qui est en direct de Québec, qui est vice-président opération chez SVIE Solutions. Donc je vais passer la main à nos intervenants les uns après les autres, juste après avoir changé le diaporama. Bonjour à tous. Donc Georges Préjean, ingénieur e-formation Lug Learning. Également co-organisateur des rencontres d'aujourd'hui. Donc à ce titre, je remercie Sylvain Vacarès, Frédéric Remonté pour l'animation, Guillaume Olivieri et David Robitaille pour leur présence sur cette table ronde. Donc nous allons parler du M-Learning, Mobile Learning, l'apprentissage nomade. Alors, je vais commencer par une définition. Qu'est-ce que le M-Learning? Donc, le e-learning est l'apprentissage par des moyens électroniques. Donc, le M-Learning est donc une extension du e-learning sur des supports nomades, type tablette, donc iPad, Galaxy Tab, BlackBerry Playbook, smartphone, donc iPhone, Galaxy S, BlackBerry, et aussi sur iPod, console de jeux portable, c'est envisageable. Je ne vais pas trop en parler maintenant. Donc l'enjeu du M-Learning, c'est la taille. Alors c'est un enjeu double, que ce soit pour la conception ou la consultation de ressources pédagogiques. Donc on a donc tout d'abord les smartphones qui ont une diagonale écran de 9 cm à 12 cm, je veux dire. Ensuite, les tablettes de 18 à 26, c'est les tailles moyennes. Donc à comparer par rapport à une feuille A4 d'une diagonale de 37,4 cm. Donc là, on voit que c'est difficile d'avoir quelque chose de cohérent entre les trois tailles. Les plus que le M-Learning peut apporter, c'est bien sûr l'accessibilité. Donc n'importe où, on a son smartphone en poche ou sa tablette en sacoche. N'importe quand, chaque moment libre peut être mis à profit avec ce type de support. N'importe comment, c'est la question qu'on peut se poser. Donc moi, ce que je pense, c'est que le M-Learning en fait est un complément du e-learning et donc offre de nouvelles possibilités. Au niveau inconvénient, je vais reprendre le même schéma que la slide précédente. N'importe où, donc tous les lieux ne sont pas propices à l'apprentissage. Dans un quai de gare, c'est plus difficile que chez soi, dans son bureau. N'importe quand, le M-Learning profite-t-il à l'entreprise ou aux salariés? La question des moments est importante, ça l'est déjà pour l'e-learning. N'importe comment, donc la question de base, est-ce que le M-Learning remplace-t-il le e-learning? Donc là, j'en reviendrai à la même réponse, c'est un complément. Alors, les raisons du développement du M-Learning pour les spécialistes concepteurs du e-learning, c'est tout simplement le marché.
le rôle du marché et des réseaux sur les usages. Donc là, je vais m'attacher particulièrement au marché français. Donc on aura une vision québécoise tout à l'heure qui sera intéressante. Donc en 2011, en fait, on a 2 millions de Français équipés de tablettes. C'est les chiffres tablettes. Donc la vente de tablettes a été supérieure à la vente d'ordinateurs en 2011. Rien qu'au mois de décembre, en fait, il s'est vendu 450 000 tablettes. Et le prix moyen d'une tablette est encore assez haut, en tout cas pour être démocratisé dans le domaine de l'éducation, 420 €. Donc en 2012 et les années suivantes, on peut supposer que la progression sera continue. Donc pour 2012, on aura toujours plus de smartphones et d'applications. Cette croissance va se poursuivre. Donc on a l'iPad 3 qui est sorti il y a un mois. Il faut savoir qu'au niveau des tablettes, l'iPad représente 80% du marché. À côté de ça, donc, on a une concurrence de plus en plus forte des produits Android. On a l'arrivée en fait, du Kindle d'Amazon qui doit arriver en France et qui, en quelques mois aux États-Unis, s'est glissé à la 2e place des ventes derrière l'iPad. Et puis, quelque chose que moi je juge relativement important, c'est l'arrivée de Windows 8, donc, qui est une version qui sera aussi bien tactile que sur ordinateur et qui devrait changer pas mal de choses et qui va arriver au mois d'octobre normalement. Donc ça c'est les petites prévisions pour 2015 de Gartner. On voit bien que la tendance est de toute façon à la hausse de nombre de tablettes vendues par an dans le monde. Peut-être avec Windows, c'est prématuré de les mettre aussi bas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je voulais aussi faire un point donc, sur les réseaux. Les réseaux qui ont leur importance puisqu'ils vont modifier la façon d'accéder aux informations. Donc sur ce qui est les tablettes vendues, on a 2 types de connexion, Wi-Fi ou 3G en option. Donc Wi-Fi toujours proposé. Seuls 23% des tablettes sont équipées en 3G pour le moment. Alors là, l'évolution récente des forfaits mobiles peut modifier les utilisations d'un support Nomad. Donc là, je fais référence en fait à Free, l'arrivée de Free, qui, malgré les difficultés, a quand même changé pas mal de choses sur le marché des forfaits mobiles, et donc pourra à terme changer et modifier la façon d'accéder à des données en ligne. Et enfin, en 2014, on a aussi l'arrivée de la 4G. Donc la 4G, ce sera des débits ADSL, comme à la maison, en fait, sur n'importe quel périphérique nomade. Donc ça devrait permettre aussi beaucoup de changements. Enfin, Georges, on peut imaginer que la 4G va pas arriver comme ça et inonder le marché du jour au lendemain. Ça risque de prendre quand même plusieurs années. Ça va arriver en douceur. Mais en fait, ça va sortir, les premières expériences vont arriver là. Donc 2014, on va dire une plus grande démocratisation sur les marchés. Par contre, ça va être, c'est sûr, les grandes agglomérations d'abord, et puis ensuite les autres. On n'aura toujours pas résolu le problème de couverture. C'est vrai que, comme tu le dis, même aujourd'hui en 3G+, on couvre beaucoup les centres urbains, une bonne partie du zone rurale. Mais il y a encore beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes, donc on peut imaginer qu'avec les 4G, ce sera la même chose. Ça suivra la même évolution, ça c'est sûr.